Réflexion socio-économique 4. Les options biéconomiques. Leçon de management. En taillant leur route avec obstination, en dépit du gros temps de l'actualité, les réflexions tempérantes peuvent se nourrir au passage des aléas de la météo historique, pour mieux s'en émanciper grâce à leur cap résolument universaliste. Tandis que les algues accrochées à leur carène, depuis leur port d'attache français, concrétisent un lien indéfectible dont la spécificité n'en est pas moins mondialement profitable. Ainsi en est-il, en pleine crise sanitaire du Covid-19, de l'éhonté mensonge du gouvernement français concernant la prétendue inutilité des masques de protection pour tous les citoyens, sur la décision d'un président Macron forcé d'assumer l'inconscience du prédécesseur dont il était le conseiller puis le ministre, alors que nombre de pays et villes-États asiatiques, d'une densité de population record, ne déplorent que quelques dizaines ou centaines de victimes sans avoir eu aucun recours au confinement. Pourquoi commander tardivement, à la Chine qui plus est, 2 milliards de masques aussi bêtement faciles à fabriquer selon les propres paroles de ce même président, si leur usage généralisé n'a aucun intérêt? En réalité, via une cruelle comparaison quotidienne avec nos voisins nord-européens ou les exemples déjà mentionnés, les erreurs de gestion s'ajoutent aux fautes politiques pour dénoncer de la façon la plus éclatante toute l'aberration de la logique mondialiste et financière, attestant ainsi la perte de souveraineté la plus minimale qui soit dans le domaine crucial de l'urgence sanitaire, tout autant que l'incurie d'un superpouvoir centralisé géré à la façon d'une entreprise du CAC 40. Ce flagrant délit d'antigestion vaut donc au peuple français des milliers de morts, de souffrances et de privations inutiles de liberté, tandis que par un effet boomerang douloureusement mérité, la paralysie économique et sociale résultant du confinement généralisé lève à nouveau le voile sur l'inefficience comportementale inhérente au libéralisme incontrôlé. De fait, sans même faire appel au précédent chapitre des réflexions en cours, la seule leçon positive à tirer de cette triste situation est que tout bien ou service d'intérêt commun ou universel doit faire l'objet d'une gestion et d'une production aussi locale ou régionale que possible, ne serait-ce que par cohérence démocratique en termes de souveraineté à échelle humaine, puisque la gestion étatique ou surcentralisée s'avère foncièrement inapte en termes de réactivité et d'efficacité. Sachant par ailleurs qu'il n'est aucun besoin d'être énarque pour comprendre que l'emploi local et le respect de notre environnement vont forcément de pair avec cette indispensable relocalisation, les chantres du libéralisme débridé se trouvent au pied du mur, stoppés de justesse avant le pire, désormais incapables de vendre leurs rêves égoïstes aux masses électorales et piteusement condamnés à faire marche arrière toutes pour sortir de la folle impasse de l'argent roi, au point de contredire ouvertement leur propre credo. Force est dès lors de constater que l'attente d'un autre monde se fait plus urgente que jamais, à travers maints questionnements et débats sur l'après-crise, dont l'obsession exacerbée se résume peu ou prou à la question ô combien passionnante du « What next ?», en espérant que ce traumatisme mondial sans précédent procurera enfin l'occasion d'une remise en cause humainement profitable, et ce, en dépit des risques de mésentente cacophonique sur les solutions à apporter, la pierre d'angle ajoutée par la présente recherche pourrait se muer en clé de voûte d'une arche future propre à relier les 4 piliers de toute société humaine, à condition d'en reprendre dès à présent la taille assidue, au moyen des nouveaux outils désormais disponibles. 1. Bi-économie horizontale ou parallèle. Afin de tenir compte du dilemme exploré dans les chapitres qui précèdent, et plus encore du besoin de séparation totale qui s'impose désormais pour rendre compatibles et complémentaires les 2 facettes de notre nature humaine via la biéconomie, la première idée qui vient à l'esprit consiste à imaginer ici 2 sociétés parallèles, 2 économies totalement étrangères l'une à l'autre, dans le temps vécu comme dans l'espace occupé, mais placées côte à côte, un peu à la façon de 2 pyramides, à condition de laisser suffisamment d'espace entre elles pour que leur volume puisse éventuellement croître sans le moindre risque de contact préjudiciable. Cela étant dit, sachant que la base de tout édifice sociétal cohérent se résume aux fondations écologiques de son territoire et de ses ressources naturelles autant que démographiques, la croissance horizontale n'est qu'une stupide finalité guerrière,
comparé aux besoins d'élévation progressiste que représente de son côté la verticalisation. Dès lors, l'image la plus adéquate pour le présent propos est plutôt celle d'une arche politique assise sur deux solides piliers d'importance en tout point équivalentes, à condition toutefois que ces derniers, en tant que domaine public et domaine privé, puissent évoluer de concert au fil désormais ininterrompu des progrès de l'histoire humaine. Dans cette partition économique d'apparence extrême, pour ne pas dire extrémiste, chaque personne adulte appartiendrait dès lors à deux sociétés parfaitement étanches dont les caractéristiques pourraient conserver les avantages principaux du socialisme et du capitalisme. La société communale qui en résulterait de prime abord prendrait la forme d'un communisme ou d'un socialisme idéalisé, sans pour autant risquer en aucune façon les dérives dictatoriales et si mortifères des systèmes centralisés et oppressifs d'hier et d'aujourd'hui, puisque la constitution délodiste garantirait localement un pouvoir directement démocratique à l'échelle humaine, choisi par la majorité absolue des citoyens. En parallèle, ou plus encore en complément très logique de cette société communaliste axée socio-économiquement sur la satisfaction concrète de la garantie citoyenne matérielle et culturelle, une nouvelle économie authentiquement libérale serait enfin en mesure de s'épanouir en offrant à chacun une même chance d'entreprendre ou de participer librement à toute aventure individuelle ou associative d'ordre privé. Il est à noter toutefois que cette indispensable économie de marché, pour respecter ses propres principes, serait elle-même assujettie à certaines limites écologiques et sociétales à définir en fonction de la loi commune démocratiquement établie, sur la base de choix éthiques et scientifiques évolutifs profitant, entre maintes autres choses, de l'analyse minutaire. Ces limites, objectivement fondées dans toute la mesure du possible, détermineraient alors un plafond en parfaite symétrie et cohérence vis-à-vis du plancher que représenterait la garantie citoyenne minimale. L'usage spontané du conditionnel semble pourtant s'imposer ici par l'aspect pour le moins absolutiste de cette double recette de cuisine sociétale, avec pour résultat une assiette compartimentée offrant deux aliments aussi complets l'un que l'autre, puisque dans cette première hypothèse, les communes, les départements et les régions devraient de facto acquérir les moyens collectifs de satisfaire concrètement tous les besoins répertoriés dans la garantie citoyenne minimale, avec tous les risques qu'impliquerait la propriété commune des moyens de production afférents. De plus, si l'on mettait en place cette bi-économie horizontale, les deux demi-sociétés qui en résulteraient risqueraient d'être placées en situation de concurrence quasi redondante pour satisfaire différemment les mêmes besoins vitaux, tandis que l'appropriation communale des moyens de production supposés par un tel système impliquerait tous les risques de rigidité, de planification autoritaire, voire de définition plus ou moins aveugle des besoins prioritaires, malgré les avantages certains d'une gouvernance locale ou régionale aussi démocratiquement assurée que possible. Loin d'un bicentrisme judicieusement équilibré, cette solution passablement schizophrène semble a priori n'avoir aucune chance de fonctionner en raison même de son double extrémisme, à l'image d'une balance dont les plateaux seraient bien trop éloignés pour ne pas briser l'axe qui les relie sous l'effet de leur charge, tandis que, d'un point de vue plus écologique, la mise en concurrence des deux sous-systèmes impliqués ne ferait peut-être qu'accroître les risques de gaspillage, de redondance et autres doubles emplois, sauf à prévoir certaines précautions. De prime abord, le bi-extrémisme de cette option horizontale semble être tout sauf la bonne solution à trouver, cumulant les multiples risques déjà si tristement expérimentés par les excès du capitalisme et du communisme, dont la dénonciation au cours des chapitres précédents a précisément abouti à la définition d'une quatrième voie pour dépasser la troisième solution d'un impossible mélange des genres, cette dernière étant alors assimilable à l'image d'un seul et même plateau de balance condamné à un équilibre central bien trop précaire. Pour autant, si l'on souhaite aller jusqu'au bout de cette logique horizontale, force est de constater qu'elle semble cohérente du point de vue des deux principes fondamentaux que représente, dans ce cas, la satisfaction collective de tous les besoins essentiels, tant individuels que communautaires, ainsi que la nécessité constitutionnelle d'un localisme maximisé propre à rendre les citoyens et leurs communes ou départements aussi autonomes que possible, condition fondamentale
d'une liberté équitablement partagée, d'une meilleure réactivité de terrain et d'une souveraineté écologiquement optimale. De fait, s'agissant d'une société communale démocratiquement maîtrisée par la majorité citoyenne, les craintes précédentes liées au centralisme si autoritaire et liberticide des expériences communistes du passé n'auraient plus lieu d'être, puisque les choix définissant les besoins à satisfaire via la garantie citoyenne minimale, ainsi que la façon collective de les satisfaire via la production des nombreux biens et services correspondants, seraient constamment entre les mains des citoyens concernés, avec l'avantage sans précédent d'une réelle proximité de gestion. Moyennant cette contrainte politique délodiste, il est possible de concevoir la commune et le département, en particulier, à la façon de puissances locales, aptes à prendre les meilleures décisions, avec sans doute beaucoup plus d'efficacité qu'un État central dont la distanciation par rapport au terrain explique autant la corruption que l'incapacité à réagir, ne serait-ce que dans l'urgence d'une crise. L'actualité française la plus fraîche en donne parfaitement l'illustration à travers le contraste qui oppose les bonnes paroles sans effet du président Macron ou de son gouvernement et les actions locales concrètes de nombreux maires et élus régionaux, à l'exemple de la décision prise par la mairie de Belfort de produire très localement les masques de protection sanitaire que Paris est incapable de lui fournir. Preuve que dans ce contexte de naufrage sanitaire, les petites chaloupes municipales sont plus sûres et plus utiles que n'importe quel Titanic orgueilleux devenu impossible à manœuvrer. Dès lors, rien ne saurait empêcher ces pages d'explorer plus en détail l'option encore possible d'un communalisme délodiste organisé à la façon d'une société totalement égalitaire dans toutes les dimensions de la vie concrète que cela suppose. Puisque, par souci constitutionnel de limitation de l'impact écologique de l'humanité, autant qu'en raison du droit collectif à une autonomie maximale, les communautés locales et départementales doivent procurer un travail utile à chaque citoyen pour la satisfaction garantie des besoins vitaux, la création d'ateliers communaux, voire intercommunaux ou départementaux, représente bel et bien une solution possible, ce qui suppose logiquement la propriété collective des seuls moyens de production locaux correspondants, mais désormais sans aucune exclusivité foncièrement abusive de ce principe, grâce à la présence d'un domaine privé d'importance équivalente, à la différence de ce qu'imposent les sociétés intégralement communistes ou socialistes. La tolérance de ce double système socio-économique offre ici l'avantage certain d'une liberté privée préservée, via un heureux effet de symétrie équilibrée avec la saine contrainte de garantie démocratique et locale offerte par la Constitution délodiste. Le communisme marxiste et sa dictature du prolétariat, toujours dévoyée en autocratie centralisée, ont largement démontré leur échec, du fait qu'il ne s'agissait que d'une antithèse totale du capitalisme, d'une construction idéologique purement réactive, pour aboutir finalement au véritable reflet inversé du capitalisme libéral, en raison de l'absence de démocratie politique, d'autonomie locale ou régionale, et plus encore à cause de l'absolutisme systémique qui lui interdit par principe de tolérer toute liberté d'entreprendre dans le cadre d'une économie privée. Or, la solution délodiste, ici confortée par la garantie constitutionnelle d'une double économie publique et privée, telle que la permettra la gestion biéconomique et minutaire, supprime de fait tous les risques inhérents au communisme en question via un communalisme démocratique tout à fait respectueux de la sphère privée qui la complète. Tandis que les priorités et définitions des deux domaines en question évolueront au gré de la préférence majoritaire, sur un mode historique enfin pacifié. De même, à l'opposé de la lutte des classes et des vains conflits idéologiques, imposés jusqu'à présent par un impossible mélange des genres face au fameux dilemme déjà exploré opposant le privé au public ou l'individu à la société, le communalisme délodiste et biéconomique n'aura plus aucune raison d'opposer les citoyens en clans politiciens dès lors que la règle majoritaire s'appuiera sur le peuple tout entier, car la population concernée, enfin libérée des préjugés parcellaires et partiaux qui la subdivisent artificiellement, aura désormais acquis la liberté de participer en proposant, et plus encore de tout choisir en votant au lieu d'élire. Il ne fait aucun doute que le bon sens commun évitera tous les excès suscités par les minorités surdominantes de l'histoire, puisque par définition,
chacun d'entre nous pourra enfin se décider en fonction de sa double nature, de son double intérêt d'individu citoyen, ce qui garantira la préservation constante des deux sphères complémentaires. La nouvelle politique s'épanouira dès lors en libre choix, à la fois individuel et collectif, via la majorité citoyenne, sur la base de débats de fond qui feront tomber toutes les manœuvres politiciennes d'aujourd'hui dans les sombres oubliettes d'une histoire révolue. L'avenir délodiste et bi-économique démontrera ainsi que la co-résolution des besoins vitaux communs à tous les humains ne peut être assurée pacifiquement que par une forme ou une autre de socialisme local, démocratiquement piloté. 2. Bi-économie horizontale et entreprise publique. Malgré les images historiques d'un passé grandement révolu, il est inutile de ressentir frisson ou sueur froide en envisageant une forme de néo-socialisme d'échelle communale ou semi-régionale. Pas plus qu'il ne serait ici justifié de craindre le principe de l'entreprise publique, puisque cette dernière a toujours existé d'une manière ou d'une autre, ne serait-ce que dans certains domaines jugés trop sensibles, voire vitaux pour l'indépendance nationale de tel ou tel pays. Après tout, les services publics sont de fait des entreprises fournissant des biens et des services nécessaires à l'ensemble de la population, et le coup de frein récemment imposé à l'ultralibéralisme par le Covid-19 a précisément le mérite de remettre brutalement les pendules à l'heure en réhabilitant le besoin d'État-providence et de services publics. La différence notoire qu'offre la commune délodiste tient au fait que tout le pouvoir décisionnel résidera désormais au plus près des citoyens, alors qu'à terme, par sa lourdeur et son opacité, l'État-providence ne tient jamais ses promesses à la hauteur de l'attente citoyenne. Les déplorables politiques de démantèlement de l'État au profit des marchés privés ont historiquement coïncidé avec la mondialisation, à travers une forme d'OPA sans aucun précédent sur les services publics, entraînant peu à peu la vente des fleurons nationaux et la remise en cause des monopoles publics les plus justifiés, pour le bien d'une concurrence faussement proclamée, aux mains d'oligopoles financiers trop peu enclins à baisser les prix réels malgré l'apparence de leurs vains artifices commerciaux. Cette régression temporaire, véritable tentative d'effraction sur la maison commune, ne saurait perdurer sans aboutir à son contraire sous forme de quasi-dictature populiste, alors que désormais, la gestion délodiste d'échelle communale et départementale se propose d'éviter ces deux formes d'excès historiques sur la base enfin universelle de son principe bi-économique et minutarisé. Une nouvelle forme d'entreprise publique, mais aussi d'ateliers communaux ou intercommunaux, d'initiatives municipales ou associatives, peut dès lors parfaitement répondre aux besoins individuels et collectifs considérés comme vitaux, tout en généralisant une valeur temps-travail public strictement égale entre tous les citoyens adultes qui composent de fait la République dans ses dimensions humaines et territoriales. Après tout, les pouvoirs centraux, même semi-démocratiques, imposent depuis longtemps des priorités différentes de celles des citoyens, à l'instar de l'effarant budget militaire actuel d'un pays tel que la France, impliquant nombre d'entreprises publiques ou semi-publiques, tandis que le même État est activement présent dans maints conseils d'administration quasi-privés dont les finalités sont loin d'être vitales pour l'écrasante majorité des Français. Dès lors, pourquoi ne pas considérer l'égalité minimale de la garantie citoyenne comme la priorité absolue, dans la mesure où elle conditionne la réalité des droits constitutionnels si fièrement proclamés par notre triple devise nationale? Tout n'est pas possible avec l'argent, mais rien n'est impossible avec le temps, a fortiori si ce dernier se démultiplie en se partageant de façon enfin équitable via la démocratie locale. La redécouverte des liens locaux les plus immédiats, en même temps que des potentialités infinies de l'initiative partagée, constitue un sursaut récent mais déjà salutaire, propre à remplacer peu à peu l'ambition individuelle et financière pour la résolution de tous les besoins vitaux et communs aux humains d'un même territoire. Et qu'importe après tout si la productivité risque d'en souffrir, ne serait-ce que temporairement, dès lors qu'un nouveau sens d'utilité sociale partagée redonne goût à l'existence de chacun au sein d'une société équitablement recomposée. Sur les décombres d'un hypercapitalisme embourbé dans ses ultimes contradictions planétaires, les innombrables projets qui germent et s'enracinent, plus particulièrement en province,
peuvent être compris comme une émancipation des plus prometteuses, à condition qu'un cadre délodiste, doublé d'un bi-économisme minutairement calculé, devienne le nouveau terrain d'entente très largement majoritaire que l'actuel stade historique rend aussi urgent qu'indispensable. Car faute d'adopter une constitution délodiste, les choix politiques ultra-minoritaires définissent inévitablement de fausses priorisations collectives, tandis qu'à défaut de bi-économie assurant enfin l'égalité minimale de la garantie citoyenne, les intérêts principalement privés continueront d'exclure les plus faibles d'entre nous, tout en surexploitant la quasi-totalité des actifs. Ainsi, l'économie de marché s'avérant incapable de maintenir un minimum de justice universelle vitale à travers la dignité d'un emploi utile garanti et la jouissance d'un minimum de temps libérable, il est du devoir de la commune et du département d'assurer cette dimension économique et sociale d'une constitution républicaine enfin complète, sur la base d'un principe de priorité, ou à tout le moins de parité, vis-à-vis du domaine privé. 3. Biens communs et propriété collective. La propriété collective sous forme municipale ou départementale peut donc répondre aux besoins concrets de chaque population locale pour l'essentiel de la vie quotidienne, moyennant toutefois la définition d'une dimension appropriée en termes démographiques, ce qui ne doit nullement empêcher l'agrégation des énergies au niveau régional, voire national, en fonction directe de l'universalité des besoins et de la taille des projets correspondants. Cette appropriation populaire et justifiée de certains moyens de production peut offrir une solution supérieure à celle du libre marché habituel ou du secteur privé, surtout si elle permet de s'émanciper d'une dépendance excessive envers l'argent via la richesse très supérieure d'un temps partagé, encourageant une logique localiste propre à renouer le lien des êtres humains avec leur terroir, grâce à une diversification des emplois dans le domaine crucial de l'agriculture et de l'alimentation, pour ne citer que la première nécessité vitale. De même, tous les secteurs impliqués dans la satisfaction des besoins vitaux de logement, d'habillement, d'éducation, de santé, de mobilité et autres sécurités peuvent très logiquement relever du domaine public local ou départemental, et cette option bi-économique horizontale peut dès lors impliquer la mise en place d'infrastructures appropriées, voire d'ateliers communaux, départementaux ou régionaux, le cas échéant. Ici encore, il faut se méfier de toute comparaison indue avec les tristes expériences du socialisme ou du communisme d'État, puisque, dans ses nombreuses dimensions concrètes, cette nouvelle organisation socio-économique locale ou micro-régionale doit rester de bout en bout assujettie aux choix prioritaires de la majorité citoyenne concernée, en s'avérant selon le cas complémentaire ou concurrentiel vis-à-vis d'un secteur privé tout aussi indispensable. Cette différence majeure peut donner l'assurance d'une solution locale de haute qualité vis-à-vis des éléments principaux constitutifs de chaque entreprise, dans l'intérêt même de la population adulte qui reste aux commandes. De fait, la définition des besoins et de leur priorisation, mais aussi l'exigence de qualité du produit ou du service résultant de cet effort collectif, seront du ressort direct de la majorité citoyenne, évitant d'autant les rigidités technocratiques et centralisées de toute décision trop éloignée du terrain, tandis que les volumes de production pourront être parfaitement ajustés à la surface démographique et géographique voulue, avec assurément beaucoup moins de gaspillage écologique que ce que les transports mondiaux impliquent dans l'actuelle économie de marché. Après tout, confier à des intérêts privés le choix des biens à produire n'est pas une garantie d'efficience collective, s'il faut en croire le vain gaspillage écologique que représente la surproduction de gadgets inutiles, alors que tant de besoins vitaux ne sont toujours pas satisfaits. Bien au contraire, via un degré minimal de démocratie économique et locale, et concernant les processus de fabrication, l'utilisation ou non de matières dangereuses ou toxiques, les conditions de travail et la qualité finale et écologiquement durable des biens et services communautaires, les exigences des citoyens consommateurs décideurs seront sans doute largement plus cohérentes que les stratégies financières et commerciales qui polluent nos vies autant que notre planète pour le seul profit d'une infime minorité de surdominants. À bien y réfléchir, la nature même des produits et services a toutes les chances de s'en trouver grandement améliorée en termes de fonctionnalité et de qualité,
en particulier grâce à la créativité partagée des concepteurs et de leurs utilisateurs ainsi rapprochés. L'occasion se présentera plus loin d'entrer dans le détail des principaux paramètres de la vie socio-économique quotidienne, mais il est certain qu'une gestion aussi localiste que possible des nombreux besoins vitaux et universels suscitera la mise au point de solutions plus équilibrées et plus optimales que l'actuel marché libéral, ou son triste jumeau autocratique et pseudo-socialiste, tout en assurant une autonomie propre à éviter les chocs et autres crises périodiques qu'engendrent à la fois le marché mondialisé et le centralisme politique. Par exemple, concernant l'alimentation et l'environnement qui en est la source première, il ne fait aucun doute qu'à terme, les choix majoritaires aboutiront au refus salutaire de l'industrialisation abusive des filières, de la chimie agroalimentaire et de toutes les importations inutiles de denrées souvent aussi insipides qu'incontrôlables quant à leur qualité, selon une priorité trop financière qui empoisonne notre monde, ruine notre santé, exploite les pays les plus pauvres et désertifie nos campagnes. Bien au contraire, la maîtrise enfin régionale et majoritaire des productions alimentaires ne pourra qu'assurer le retour aux vraies valeurs du terroir, via la généralisation de l'agriculture biologique dont maint Pierre Rabhi ont déjà démontré l'inépuisable potentiel, mais aussi grâce à la diversification des cultures traditionnelles ou localement compatibles, et à la création d'emplois chargés de sens et d'utilité que ce progrès urgent offrira en prime. Autant dire qu'en termes de qualité de vie alimentaire, la reprise en main collective et locale des priorités ne pourra qu'être bénéfique à l'ensemble des citoyens, quitte à consacrer un budget proportionnellement plus important que par le passé à cette médecine préventive par excellence, s'il s'avérait que les coûts de production devaient augmenter, ce qui reste à démontrer, puisqu'il est déjà unanimement reconnu qu'il suffit de manger mieux pour manger moins. Cela dit, la redécouverte des potentialités agricoles locales et la reprise en main des priorités alimentaires seront à la fois confortées et complétées par la renaissance des productions artisanales, la stimulation d'un certain degré d'autoproduction familiale grâce au temps libéré, et naturellement la poursuite des activités industrielles d'un marché libre enfin assaini dans le cadre du secteur privé. Car en lieu et place de la concurrence dégradante du libéralisme incontrôlé, dont il est facile de constater les effets sociaux, sanitaires et écologiques si désastreux, la nouvelle émulation réciproque entre secteurs privés et publics autorisés par la bioéconomie offrira enfin la garantie d'un libre choix pour chacun de nos concitoyens. Ainsi, un peu à la façon de la régie Renault en son temps, le domaine public redonnera le la de la meilleure partition possible, concernant plus particulièrement la qualité des produits et les conditions sociales de leur fabrication, faute de quoi les entreprises du secteur privé seront en droit de le remplacer par le simple jeu de la préférence du consommateur, sachant que dans le long terme, les deux domaines deviendront toujours plus complémentaires que concurrents. L'important est de constater que si l'exigence publique impose un haut niveau de qualité à tout point de vue, le secteur privé se verra contraint d'éviter le dumping multiforme qui caractérise trop souvent sa néfaste concurrence interne. Concernant l'habitat, et dès lors à plus long terme, l'effet d'une gestion délodiste et biéconomique devrait se faire sentir positivement à travers nos paysages urbains, voire nos modes de logement. En effet, l'architecture, autant que la planification urbaine, sont les fidèles reflets d'une société, de sa culture et de son niveau de développement. Or, le moins que l'on puisse dire est que l'actuel modèle occidental, véhiculé par la seule économie de marché, est très loin de l'équilibre optimal, tant du point de vue humain qu'écologique, et ce, malgré l'accumulation de très nombreuses contraintes réglementaires, la plupart du temps bien intentionnées. Entre les extrêmes du rêve de la villa individuelle et du cauchemar banlieusard de la barre d'HLM, il est probable que les citoyens délodistes sauront trouver de nouvelles solutions actuellement interdites aux architectes par les contraintes financières d'un marché pour le moins opaque et spéculatif, pour développer un habitat social se rapprochant du concept équilibré de la fameuse Garden City d'Ebenezer Howard, tout en l'actualisant comme il se doit face au progrès de la technique et de la conscience écologique. Sans risquer de digresser vers quelque science-fiction, on peut d'ores et déjà imaginer que les habituelles questions à résoudre dans ce domaine crucial
auront là plus de chances de trouver leur juste réponse démocratique. Comment limiter les trajets domicile-travail? Comment concilier les avantages architecturaux de la maison individuelle et de l'appartement, sachant que la première ne deviendra jamais une solution généralisable à toute l'humanité? Comment humaniser la disproportion des ensembles et loger toute une population en limitant la hauteur des immeubles à celle des plus grands arbres, afin de préserver une osmose visuelle entre la nature et notre véritable échelle humaine? Comment moduler l'intérieur de tout logement pour autoriser la personnalisation infinie d'un espace concrètement fini? Comment encourager, via une nouvelle architecture, le lien social entre colocataires, copropriétaires ou voisins de quartier? Comment optimiser la consommation énergétique et le respect accru de l'environnement via tous les matériaux et autres équipements les plus indispensables? Le génie populaire et citoyen, déjà visible dans la créativité du do-it-yourself et de certaines initiatives de voisinage, hélas encore trop rares faute de liberté, complétera utilement l'expérience des architectes en se libérant de l'argent par le temps gagné, autant que de l'isolement individuel par l'échange et la mutualisation des solutions, tout comme des outils et autres équipements. Imprégnés d'une nouvelle philosophie de vie, les comportements changeront pour le meilleur dans un cadre sécurisé par la garantie citoyenne et son absence de concurrence vitale. Que l'on soit locataire ou que l'on devienne propriétaire, le choix de l'une ou l'autre option deviendra plus libre que jamais, tandis que la maîtrise d'un temps disponible enfin retrouvé laissera chacun suivre sa priorité sans effet pervers sur la vie d'autrui, y compris donc en matière d'immobilier. Si le logement social s'améliore nettement à l'avenir, le besoin d'accession à la propriété en deviendra peut-être tout à fait secondaire, même dans l'optique de vouloir laisser quelque chose à ses enfants, dans la mesure où ceux-ci profiteront de la même garantie citoyenne. À long terme, de plus, l'obsession de l'appropriation immobilière et de sa pathétique suraccumulation sera grandement tempérée par l'assurance d'un libre accès à une propriété minimale déjà suffisante et sécurisante, ce qui aura pour intérêt collatéral d'équilibrer les marchés locatifs privés et publics en termes de nature et de volume, et surtout d'éviter les excès situationnels actuels, qui voient tant de familles modestes se saigner aux quatre veines pour acquérir si tardivement une mythique maison individuelle au moment même où ce privilège devient une charge ou un souci, tandis que la plupart de ceux qui peuvent s'offrir ce luxe plus tôt n'ont jamais le temps libre indispensable pour en savourer le confort. Cela dit, la propriété de tout bien de consommation, et a fortiori de notre cadre de vie privé ou familial, constitue un besoin légitime de sécurité, propre à épanouir nos existences éphémères en réponse à une quête de confort personnalisé, voire de pérennisation, d'un point de vue plus psychologique, outre une intention de transmission aux générations futures. Si les conditions de cette préférence naturelle perdurent, elles se trouveront facilitées par la satisfaction collective et locale de la garantie citoyenne et l'évolution du pouvoir d'achat qui en résultera pour les citoyens locataires et autres jeunes couples ou célibataires en situation de primo-accession à quelque propriété. Il est dès lors probable que la majorité de la population saura conforter ce droit au logement privé et à sa pleine propriété, dans une optique écologiquement utile d'habitation ou jouissance directe, selon un minimum de critères dûment inclus dans la garantie citoyenne, tout en laissant à chacun le droit d'obtenir encore plus ou mieux via le marché libre du secteur privé. Car, dans l'option extrême que représente cette bi-économie horizontale et parallèle, la propriété individuelle des biens de consommation, logement compris, ne devrait jamais être incompatible avec la propriété collective de certains moyens de production indispensables à la satisfaction de la garantie citoyenne. L'extrapolation ici délibérée de cette forme de bi-économie, pour utopique qu'elle soit en réalité, a le mérite de faire utilement réfléchir aux principales exigences qu'implique la démocratie locale directe dans sa dimension socio-économique, ainsi qu'aux mutations conséquentes de cette évolution à long terme. Comme on peut s'en douter, et bien au-delà des seuls besoins d'alimentation et de logement, les autres priorités minimales du pacte républicain concernent les équipements mobiliers de confort, ainsi que les solutions de mobilité et les besoins culturels. Tout porte à croire que dans ces domaines aussi, la prise en compte de l'exigence majoritaire
via ledit principe biéconomique, aura pour effet d'encourager les secteurs publics autant que privés à respecter enfin un minimum de qualité, tout en réduisant d'autant la surconsommation et le gaspillage. La durée de vie maximisée des produits, leur compatibilité et leur réparabilité auront toutes les chances de remplacer l'obsolescence programmée ainsi que les multiples astuces techniques et commerciales comparables, dès lors que la majorité citoyenne pourra enfin participer à la définition des critères de qualité et imposer ces derniers en tant que modèle face au marché privé, s'agissant du contenu vital de la garantie citoyenne. Les normes de qualité qui existent déjà, dont les critères sont hélas le plus souvent définis par les intérêts économiques concernés via leur lobby, seront prioritairement dictés par les consommateurs de la majorité citoyenne, dont l'intérêt général sera d'interdire la production de produits bas de gamme scientifiquement sabotés, lesquels entraînent des achats anormalement renouvelés au détriment de la clientèle la plus modeste. Concernant l'ameublement, par exemple, et si l'on s'en tient toujours ici au principe biéconomique absolu en cours d'exploration, les ateliers publics pourraient aisément proposer des meubles plus variés et surtout nettement plus durables que les kits industriels aux modes éphémères proposés aujourd'hui, dont la si piètre qualité interdit toute réutilisation et fait précocement vieillir les surfaces synthétiques. Ici encore, la dégradation actuelle du marché de masse n'a d'égal que les outrances luxueuses réservées aux élites, en lieu et place d'une solution de juste milieu plus équilibrée et accessible à tous, telle que pourrait l'encourager une néo-société délodiste et biéconomique, quelle que soit l'option choisie, sans oublier que le renouveau enfin viable d'un libre artisanat local accroîtrait l'éventail des possibilités en la matière. Ainsi, la provocation intellectuelle de la biéconomie horizontale et parallèle permet-elle, malgré tous ses excès, de définir les premiers contours d'une démocratie économique localement rationalisée, apte à concrétiser la priorité du choix politique et citoyen sur le seul intérêt financier du surprofit, s'agissant du moins de la satisfaction des besoins vitaux couverts par la garantie citoyenne universelle à laquelle chacun a droit. À l'inverse du fonctionnement habituel du secteur privé, le secteur public doit donc logiquement laisser le premier et le dernier mot aux citoyens en tant que consommateurs, autant pour exprimer tel ou tel nouveau besoin considéré comme vital, que pour fixer objectivement les conditions qualitatives, financières et matérielles de la production qui correspond, particulièrement grâce au calcul minutaire. Libre alors au marché privé d'offrir mieux ou plus, en concurrence ou en complément. 4. Deux monnaies pour deux richesses? Le cœur technique de la modalité de partition biéconomique ici discutée semble impliquer l'astuce envisageable d'une double monnaie, afin d'assurer l'étanchéité totale des échanges de travail et de richesses intérieures à chacun des deux domaines définis plus haut. L'occasion se présentera de développer d'utiles réflexions monétaires minimales. Mais pour le propos en cours, force est de souligner la condition sine qua non de la coexistence de deux systèmes monétaires et financiers, sachant que l'un comme l'autre se nourrissent alors nécessairement et séparément du travail humain, source première de valeurs objectives ou subjectives, dans le sens respectif de minutaire ou historique. En toute logique, au sein du domaine public ou de l'économie publique dans la nouvelle acception du terme, la seule monnaie possible en tant que mesure universelle de valeur n'est autre que la minutée telle que définie précédemment, puisque la dimension égalitaire du minimum vital ne peut que correspondre à la valeur objective réelle du temps de vie concrètement sacrifié pour la production de tout bien ou service, sur la base d'une absolue et constante égalité de valeur temps entre tous les citoyens concernés. Ainsi, selon cette configuration, pour le noble projet collectif et prioritaire que représente la suppression de la moindre misère matérielle ou culturelle, et en tant qu'obligation socio-économique, concrétisant là les droits politiques de chaque citoyen adulte, la fourniture des biens et services correspondant à la garantie citoyenne minimale requiert une égale participation de tous les citoyens majeurs, en principe sur la même base horaire, de même que pour une identique rétribution en minuté, et donc un même pouvoir d'achat sur l'ensemble des biens et services collectivement produits. Conséquemment, dans un tel contexte, la seule unité monétaire possible assurant la fluidité des échanges concernés est la minutée décimalisée par commodité,
mais toujours instantanément convertible en termes de temps vécu réel, universel et objectif. Cette valeur est souverainement créée par la communauté locale, régionale ou nationale, sous quelque forme que ce soit, mais procède en réalité de l'effort et du travail qui en sont la source humaine, tandis que la création monétaire qui en découle se doit de correspondre à la réalité de toutes les nouvelles richesses produites et consommées, afin de respecter un ajustement optimal entre la masse monétaire en circulation et le volume des biens et services échangés. Par exemple, sur la base hypothétique d'un horaire partiel équivalent à 18 heures de fonction sociale hebdomadaire et de 45 semaines effectives par an, chaque citoyen aura la garantie de 48 600 minutés, lui assurant tous les biens et services de la garantie citoyenne minimale, telle que démocratiquement définie en fonction de choix prioritaires et évolutifs, tenant compte des ressources disponibles du pays et de l'époque considérée. Cela suppose naturellement de préciser le contenu concret de ce minimum à la fois socialement et économiquement décent, sachant que ce dernier pourra varier au gré des conditions géographiques, culturelles et bien sûr techniques de chaque société, impliquant dès lors plus ou moins de temps partagé, le cas échéant. À cet effet, on peut remarquer que la richesse démographique du grand nombre peut pallier le manque de développement scientifique ou technologique, selon une tendance assez naturelle qui fait que pour toute société suffisamment équilibrée, la solidarité communautaire doit être d'autant plus forte et prioritaire que le pays concerné s'avère pauvre en ressources. Inversement, il n'est pas surprenant d'observer que, le plus souvent, un développement socio-économique avancé s'accompagne d'une relative minimisation du temps nécessaire à la satisfaction des besoins jugés socialement vitaux, en même temps que d'une logique émancipation du temps libre individualisé. Il n'empêche que dans tous les cas, et comme l'histoire mondiale le démontre jusqu'aux présentes réflexions, l'absence d'une partition biéconomique et d'une démocratie véritable interdit l'équilibrage sociétal durable autant que la disparition des inégalités les plus criantes en termes de situations individuelles. Le système monétaire du domaine public et de son économie sociale doit donc être sanctuarisé par sa totale séparation vis-à-vis de l'évolution historique et empirique du domaine privé, afin d'assurer la pérennité ainsi que les progrès constants de la garantie citoyenne, et plus encore pour supprimer tous les risques de déviance ou de rupture, de crise et autres spéculations si caractéristiques de la logique libérale, au travers de son improvisation historique. On sait déjà qu'en principe, l'établissement de plafonds, objectivement déterminé par les nouveaux économistes sur la base de l'analyse minutaire, devrait être en mesure de limiter l'ampleur des hoquets indigestes de l'économie de marché à venir, et que par ailleurs, l'existence même du domaine public et social contribuera à limiter les excès propres à son frère jumeau privé. Mais, pour autant, et par définition, on peut être certain que la liberté légitime qui doit prévaloir dans ce dernier secteur ne se verra jamais à l'abri des fluctuations propres à son empirisme intrinsèque. Être libre, c'est prendre des risques. Et toute la noblesse de notre humanité, dans sa dimension historique, tient précisément à cette liberté d'innover et d'entreprendre aux fins de quelque objectif jugé utile, puis à terme approuvé ou non par les consommateurs. Il est donc logique que le domaine privé d'une économie de marché, même plafonnée, soit condamné à tâtonner à travers le modelage d'un monde en perpétuelle évolution, tandis que par ailleurs, les plus grands progrès matériels qui en découlent ne sauraient être remis en cause, a fortiori lorsqu'ils sont peu à peu socialement partagés. Tout l'intérêt de la biéconomie et de sa condition politique d'élodiste consiste donc à sécuriser prioritairement et définitivement l'espace socio-économique dit public, sur la base d'une contrainte volontaire ou d'une obligation consentie par l'intelligence sociétale, équivalent peu ou prou à un impôt universel sous forme de travail socialement utile, tout en respectant par ailleurs le libre cours de l'histoire humaine. Au vu des réflexions du présent chapitre, le besoin de sécurisation égalitaire minimale ne fait là que se confirmer, puisque aucune autre solution n'est capable d'assurer à tous les citoyens l'égalité légitime d'un minimum vital socialement décent, doublé de la liberté tout aussi légitime de s'épanouir dans le cadre du domaine privé. C'est donc en acceptant cette universalité d'un même devoir sociétal que l'on gagne le même droit individuel
à la vraie liberté d'être et de choisir. En passant, précisons qu'il ne faut pas s'étonner de confondre quelque peu les notions de domaine et de secteur, s'agissant du public et du privé, nuances qui s'éclairciront en temps utile. On peut toutefois observer que l'appellation de domaine fait référence à la répartition minutaire sur les deux niveaux que représentent le sociétal et l'individuel, alors que les secteurs recouvrent les réalités habituellement sous-entendues par ces termes. Or, dans l'option extrême actuellement testée de deux économies parallèles et séparées, la confusion relative qui vient d'être observée est rendue obligatoire par l'identification de chacun des deux domaines au secteur correspondant, de façon aussi absolue qu'un demi-socialisme et demi-capitalisme maintenus côte à côte, dédoublant ainsi l'existence de chaque citoyen adulte. D'où l'impossibilité de différencier, du moins à ce stade, les deux termes en question. Pour revenir aux propos en cours, il faut en déduire qu'à chacune des deux monnaies dans ce cas disponibles aux mêmes citoyens via les domaines socio-économiques si complémentaires du public et du privé, correspondra naturellement l'éventail des biens et services procurés par tous les échanges impliqués, sans aucune possibilité d'interférence aussi bien financière que matérielle, du moins dans ce cas sociétal limite. Par le simple jeu d'un bimonétarisme interne, techniquement tout à fait réalisable, chaque citoyen se verra assuré de pouvoir se procurer tous les biens indispensables à une vie plus que décente via le confort matériel, social et culturel de la garantie citoyenne, mais en participant d'abord comme tout un chacun à l'économie sociale du domaine public vital et prioritaire, tandis que cette contrainte partielle garantira à chacun au moins autant de temps libre pour faire fleurir et fructifier ses multiples dons personnels au sein de l'économie de marché du domaine privé. Ainsi, plus la société se développera au fil du temps, au sens qualitatif de progrès plutôt que de croissance, plus le contenu de la garantie citoyenne pourra combler pour tous les attentes légitimes d'un bien-être matériel et sociétal équilibré, seule et unique façon de garantir la paix via la justice pour le meilleur avenir de notre histoire planétaire selon cette option dédoublée. Il en résultera une tempérisation bienfaisante des dangereuses pulsions concurrentielles qui font systématiquement dévier nos actes jusqu'aux pires excès que l'on a pu décrire, tandis que par ailleurs, une tempérance comportementale dûment assainie nous fera enfin respecter toutes les contraintes écologiques nécessaires envers le précieux socle terrestre qui fonde notre pyramide sociétale. Cela montre à quel point il suffit de ne plus mélanger les sphères incompatibles de nos besoins contradictoires, objectifs publics et historiques privés, pour les rendre aussitôt complémentaires, même dans un système aussi caricatural. 5. Une politique économique démocratique. La cohérence de toute société suppose l'agrégation politique des comportements socio-économiques à travers la mise en place d'un récit collectif permettant à la fiction historique correspondante de devenir une réalité aussi concrète qu'imparfaite, car jusqu'à présent, l'histoire a toujours fondé cette puissance collective sur des idéologies résultant de rapports de force, sous la domination d'une minorité auto-justifiée via la persuasion d'un discours le plus souvent religieux, philosophique ou idéologique, sans pour autant cacher durablement la violence physique, culturelle, militaire ou financière en cause. La solution économique et sociale qui en découle est dès lors marquée du sceau fatal de l'injustice, et logiquement condamnée à l'échec via la décadence qu'entraîne la corruption centralisée du pouvoir politique et les contradictions sociales déjà observées. À terme, étant accaparée par la minorité dominante, la politique économique ne peut qu'être défavorable à l'intérêt majoritaire du peuple concerné, réalité dont l'actuelle mainmise du néolibéralisme mondial sur tous les pouvoirs politiques via la globalisation financière constitue la démonstration la plus récente. La dimension économique d'une vraie démocratie suppose donc non seulement l'organisation délodiste des institutions politiques, dont les principes ont été esquissés grâce au premier livre des Tempérants, mais plus encore la définition par les citoyens du contenu de la garantie citoyenne et, conséquemment, la maîtrise démocratique et aussi locale que possible du secteur public tout entier, et ce, quelle que soit l'option bi-économique choisie. Il est en effet pour le moins logique que toutes les énergies requises pour répondre à la priorité collective et sociale de l'égalité minimale soient maîtrisées de bout en bout par les citoyens
via l'analyse minutaire en particulier, seule façon d'asseoir la priorité de la cohérence commune sur l'anarchie de l'intérêt particulier, selon ce que tout peuple attend légitimement de sa puissance publique. La liberté du domaine privé ne doit pas s'en trouver amoindrie, mais bien au contraire confortée dans le meilleur sens possible, afin de respecter chaque citoyen dans sa moindre entreprise ou initiative individuelle. La différence notoire qu'autorise le principe bi-économique tient au fait que seule la solidarité républicaine universelle, dûment comprise et majoritairement établie, permet de définir sainement tous les tenants et aboutissants de la garantie citoyenne, sachant que le contenu concret de cette dernière évoluera au fil des progrès culturels, et techniques en particulier. Dès lors, la politique économique pourra enfin revêtir le sens sociétal qu'elle est supposée endosser depuis toujours, en étant dûment conduite par la majorité des socio-actifs consommateurs-décideurs que deviendront désormais tous les adultes, associés dans la satisfaction de cette priorité publique. La définition qualitative de l'éventail concret des biens et services publics, tout comme l'évaluation quantitative minutaire de leur valeur temps-travail, deviendra désormais le privilège commun de l'ensemble des citoyens sur la base équivalente d'un temps partiel de fonction sociale au sein du domaine public, propre à garantir au moins autant de temps libre pour chaque personne dans le cadre du domaine privé. Par l'état de socio-actif, il faut entendre l'équivalent d'une sorte de fonctionnalisation citoyenne concernant la production de tous les biens et services utiles à l'ensemble de la population dans le cadre de ladite garantie citoyenne, et dans le sens avant tout éco-sécuritaire du terme entre guillemets. Ainsi, du moins pour l'essentiel de ce que constitue la dimension socialement vitale de l'existence de chacun, les choix collectifs d'ordre socio-économique seront démocratiquement opérés à tous les échelons politiques correspondants, tandis que la rationalité automatique qui en découlera remplacera les errements permanents et les basses manœuvres d'un gouvernement central le plus souvent inopérant, voire néfaste. De fait, faute de démocratie authentique et donc délodiste, et plus encore de justice minutaire minimale via la solution bi-économique, les pouvoirs politiques, forcément légaux sans être pour autant légitimes, sont sans arrêt obligés de corriger ou de compenser les excès et les contradictions socio-économiques du système qui les met en place ou qui les tolère, dans un rôle impossible de fusible au sein du court-circuit qui oppose les attentes légitimes des peuples aux fins égoïstes des vrais maîtres du jeu. Dans ce domaine, la partition bi-économique et son pilotage dûment démocratique stabiliseront et apaiseront définitivement la société sans aucun besoin de rattrapage impossible concernant les diverses facettes du domaine public proprement dit. Grâce à l'évaluation majoritaire des moyens et autres ressources disponibles via l'analyse minutaire, l'efficience des finalités et de la gestion de ce secteur public préservera l'ensemble des citoyens de toute crise socio-économique majeure, ainsi que des conséquences humaines si douloureuses qui l'accompagnent, tandis que chaque citoyen se sentira utile aux autres dans son propre intérêt. Les sources intrasociétales de corruption, de décadence ou de violence s'en trouveront peu à peu taries et remplacées par le flot porteur des opportunités enfin offertes à tous via le domaine privé, sachant que ce dernier se verra maintenu en état de libéralisme vertueux par le nécessaire plafonnement de ses pratiques et plus encore par le risque de passer légitimement sous contrôle public en cas de préférence démocratiquement exprimée. Autrement dit, et en cohérence totale avec les principes délodistes sur le plan politique, la maîtrise des choix socio-économiques utiles à tous sera du ressort des citoyens et non plus de l'État-providence, dans la mesure où ce rôle de régulateur et redistributeur bien trop partiel des ressources vitales sera devenu inutile en se voyant remplacé par la gestion locale et régionale du domaine public et de la garantie citoyenne. Cela correspondra, sur le plan économique, au principe démocratique fondamental selon lequel plus on se rapproche du sommet de l'État, plus le pouvoir correspondant doit revêtir une nature principalement représentative de délégation non décisionnelle, dont la double fonction est d'une part de faire appliquer les choix citoyens majoritaires sur l'ensemble du territoire républicain et d'autre part de représenter la République vis-à-vis de l'extérieur. En réponse à la double nature de notre humanité, dont l'égalité universelle objective et l'individualisme historique
forment le cœur de l'équation cornélienne en jeu, la partition bi-économique apparaît donc comme la seule solution possible pour établir les conditions de la paix sociale via la justice minimale qui en constitue la fondation. Ce partage intelligent s'avère de fait doublement équitable, puisque d'une part, il répond aux besoins universels de fraternité en associant égalitairement tous les citoyens pour la sécurisation de leurs besoins vitaux, et d'autre part, il respecte la nécessité historique de réalisation individuelle via la liberté d'initiative, avec l'avantage sans précédent de permettre enfin à tous les humains de profiter du temps que cela suppose. L'équité philosophique sous-jacente se retrouve aussi dans la répartition temporelle entre ces deux priorités si complémentaires, sociétale et individuelle. Répartition qui s'avère ici confirmée par la tendance historique observable, puisque même au travers de l'improvisation mixée de tous les systèmes passés et présents, les parts respectives des besoins publics et privés semblent toujours s'équilibrer en un deal 50-50 aussi indispensable que deux jambes de même longueur. Cette véritable loi d'équilibre bisphérique corrobore la légitimité absolue du principe bi-économique en exprimant spontanément le besoin de parité entre les sphères privées et publiques, autrement dit l'individu et la société, au sein de toutes les civilisations d'envergure dignes de ce nom. Restait seulement à ne plus mélanger ces deux modes d'une même existence par l'application dudit principe. Enfin, la solution bi-économique semble ici induire le besoin de plafond autant que de plancher, s'agissant des limites nécessaires en matière socio-économique. Car, pour utopique qu'elle soit, la solution horizontale respectant les deux versions sociétales les plus absolues de l'histoire du XXe siècle offrirait malgré tout une atténuation symétrique qui mérite un détour réflexif, puisque d'un côté, le communisme ou le socialisme le plus redoutable se verrait politiquement contraint par la démocratie locale directe, tandis qu'à l'autre extrémité du capitalisme, le marché ultralibéral serait économiquement plafonné afin d'éviter les excès déséquilibrants qui suscitent maintes formes de rupture. Dès lors, ayant déjà largement exploré la démocratie locale directe et défini en quoi devrait consister le plancher légal de la garantie citoyenne, il est pertinent de saisir au vol la question des limites supérieures à ne pas dépasser, autrement dit, du plafond. Dans le domaine si vital des comportements socio-économiques quotidiens, l'absence de plafond crée les conditions d'un appel d'air irrésistible au profit du jeu spontané de la concentration monopolistique, avec pour conséquence la négation même du principe libéral et tous les déséquilibres révélés par l'actuelle mondialisation dans ses dimensions commerciales et financières. Il est dès lors logique que, symétriquement au besoin légitime d'assurer le minimum de la garantie citoyenne, il paraisse nécessaire de plafonner l'envergure de la liberté d'entreprendre, chaque fois qu'elle se contredit par abus de pouvoir ou incohérence face à l'équilibre sociétal, ne serait-ce que sur le plan écologique, à l'instar de la situation mondiale actuelle. Or, dans cette optique, et de la même façon que pour l'évaluation de toutes les données du domaine public, la minuté et l'analyse minutaire pourront devenir les outils privilégiés des futurs bi-économistes en leur permettant de mesurer plus objectivement toutes les déviances historiques éventuelles et d'en déduire les paliers à respecter, par comparaison entre les valeurs spontanément échangées au sein du domaine privé et leur réalité objective en termes d'échanges minutaires. Il deviendra ainsi possible de définir lesdits plafonds au-delà desquels un risque de crise ou de rupture devient certain, afin que le domaine privé se maintienne dans les limites d'une concurrence jugée politiquement et écologiquement saine. Cela dit, l'essentiel reste que les aléas inévitables du libéralisme n'auront plus d'effet déstabilisant sur le secteur sanctuarisé du domaine public et de sa garantie citoyenne, du moins en termes d'égalité vitale universelle. Plus rapidement qu'on ne saurait l'espérer, l'objectif majoritaire sera naturellement d'inclure dans le minimum égalitaire tous les biens et services suffisants au bien-être quotidien, au point de libérer la totalité des tempérants de toute participation, un tant soit peu forcée, au domaine privé. C'est alors que la civilisation du temps libre aura atteint son secret idéal de toujours, a fortiori si la liberté en question s'épanouit en un éventail d'activités propres à savourer le monde, via les 5 sens de notre corps, et la culture enfin positive de notre intelligence, au sens de conscience d'être en parfaite harmonie avec l'univers
à chaque instant du miracle de la vie. Cela étant dit, et dès sa mise en place minimale, le bi-économisme procurera déjà à tout un chacun une liberté de choix sans aucun précédent dans l'histoire planétaire des humains, d'une part sous la forme d'une liberté de décision collective grâce à la démocratie locale directe, y compris en matière économique, s'agissant là de la garantie citoyenne, et d'autre part via la libre utilisation du temps personnel de chacun dans le cadre du néo-domaine privé. La clé du bonheur social se verra ainsi offerte sur le confortable coussin de la répartition égalitaire des deux temps composant la moindre existence grégaire, seule façon de respecter notre double nature historique et de résoudre définitivement l'équation de nos contradictions. Nul besoin de préciser à quel point le cours de l'histoire à venir s'en trouvera positivement révolutionné en termes de paix et de justice. 6. Une impasse prévisible. La bi-économie horizontale ou parallèle, bien que théoriquement utile pour réfléchir aux implications du principe contenu dans le premier mot de cette expression, n'en paraît pas moins utopique et trop radical pour fonctionner. Et tout lecteur attentif aura compris dès le départ les sérieux doutes spontanément attachés à cette option extrême, au point de suggérer l'image de la balance de Roberval au plateau trop éloigné. De fait, la distanciation excessive des sphères publiques et privées induite par le principe de cette option a non seulement le défaut de déconnecter totalement les deux domaines concernés, mais aussi celui de leur laisser encourir les risques inhérents à leur nature totalitaire respective, danger que la démocratie locale et ses plafonnements minutaires ne sauraient sans doute durablement pallier. Certes, les initiatives collectives peuvent être aussi bénéfiques que viables, et rien ne doit interdire aux futures communes d'élodistes de suggérer, d'encadrer ou d'entreprendre directement toute activité jugée collectivement souhaitable sur la base clé des propositions citoyennes. D'ailleurs, de nombreuses formes d'associations entrepreneuriales, via la solution des coopératives locales par exemple, devraient logiquement se multiplier à l'avenir dans le cadre stimulant de la réappropriation d'un destin collectif à l'échelle humaine de chaque territoire, ce qu'une constitution d'élodistes ne saurait que favoriser réglementairement, quitte à impliquer directement les futures communes en tant qu'initiatrices et co-gérantes, si nécessaire. Cela dit, autant ces besoins d'intervention collective sont pertinents lorsqu'ils tiennent compte de la spécificité d'une production locale à promouvoir ou doivent répondre à quelques manquements du marché privé, autant il serait trompeur de croire que tous les besoins concernés par la garantie citoyenne pourraient être judicieusement satisfaits par les ateliers communaux, départementaux, régionaux et autres kolkhozes du même genre. Plus techniquement parlant, sur le plan des choix à opérer, ainsi que des rouages complexes à mettre en place et à développer, la gestion collective de toutes les productions nécessaires aurait peu de chances d'être aussi efficace, souple et surtout innovante que l'optimisation plutôt aboutie de la plupart des entreprises du secteur privé, pour peu que les aspects collectivement cruciaux des activités concernées par la garantie citoyenne s'avèrent à l'avenir démocratiquement contrôlés, y compris donc dans le secteur privé. De plus, malgré l'éventualité et la concrète possibilité de pouvoir techniquement séparer biens et services, autant que salaires et monnaies, en deux domaines si clairement distincts, le fait d'éloigner autant ces derniers risquerait fort d'encourager à terme une dichotomie doublée de schizophrénie, avec pour résultat une arche dont les deux piles auraient tendance à s'éloigner toujours plus en prenant de la hauteur au fil du temps, et ce d'autant plus que, du point de vue historique le plus naturel, c'est bien toujours l'initiative individuelle qui précède la structuration sociétale. Cela signifie que tout système collectif volontairement imposé est trop artificiel pour être le moteur et constituer l'énergie initiale de si nombreuses volontés individuelles censées s'agréger dans une synergie créatrice de nouveautés. Même la définition du bien-être à assurer par le biais de la garantie citoyenne ne saurait se décréter collectivement sans de fait préexister via la créativité du domaine privé et le mode de vie qui en procède. Les initiatives les plus utiles, qu'elles soient politiques, économiques ou sociales, sont le plus souvent issues d'un seul cerveau individuel au départ, voire éventuellement d'une poignée de personnes associées dans une commune réflexion, mais usuellement à l'instigation d'un unique individu. Certes,
Cela ne remet en cause en aucune façon le juste besoin de rationalisation collective démocratique et de priorisation du politique sur l'économique, comme cette nécessité se révèle via les présentes réflexions. Mais force est ici de reconnaître que le primum movens de l'inspiration et de l'innovation a toujours été l'apanage de l'individu sur le terrain privé qui lui correspond. Cela démontre l'utilité des leaders économiques et autres self-made men du marché privé, malgré tous les abus que devront objectivement révéler les chapitres à venir, tandis que symétriquement, sur le versant politique, l'expérience historique semble démontrer que tout individu se croyant inspiré pour conduire un destin collectif dérive tôt ou tard vers une forme ou une autre de dictature personnelle et aveugle, comme c'est hélas le cas de la plupart des politiciens prétempérants. On peut objecter qu'une vraie démocratie localement contrôlée devrait désormais éviter ce genre de risque via la constitution délodiste, mais la réalité historique diagonale, décrite dans le premier chapitre de ce livre 2, semble décidément s'opposer à tout système artificiellement basé sur l'initiative collective ex nihilo. C'est sans doute pourquoi tout socialisme absolu n'est de fait qu'une douce utopie, un beau rêve dénué de toute contrainte réaliste, dont la douleur du réveil est directement proportionnelle à la hauteur de vue. L'organisation par trop cloisonnée envisagée par l'option bi-économique horizontale ou parallèle exprime donc un semi-extrémisme bilatéral contradictoire vis-à-vis de l'instinct historique des humains qu'un système sérieusement équilibré se doit de respecter, particulièrement s'agissant de la liberté d'entreprendre et du droit minimal de propriété qui va de pair. Outre la complexité juridique d'un double système devant faire coexister sur le même espace, pour la même population, des droits de propriété tantôt collectifs et tantôt privés, mais de façon beaucoup plus rigide que toute législation mixte actuelle, le fait est que la négation de la propriété individuelle au profit d'une collectivisation des moyens de production s'oppose à la définition même du processus historique déjà vécu par la quasi-totalité des terriens. La propriété d'un chez-soi, d'une affaire personnelle ou familiale, tout comme d'une grande entreprise, est historiquement devenue de facto la condition pratique de l'exercice de la liberté, et semble ainsi correspondre à l'essence même des conditions terrestres qui s'imposent à chaque citoyen dans sa relation aux autres, y compris lorsqu'il s'agit de propriété collective d'une communauté vis-à-vis d'une autre, via les concepts de culture et de souveraineté. Dès lors, la future société délodiste tout entière, en tant que rationalisation politique et démocratique, gagnera plutôt à définir les obligations, les contraintes et les limites de ce droit historiquement aussi légitime que le besoin d'égalité minimale, particulièrement grâce à l'analyse minutaire directe pour le domaine public ou comparative pour le domaine privé. 7. Socialisation en douceur. Plutôt que de décréter un quelconque collectivisme sur la base trop rigoureuse d'un principe égalitaire pour autant pleinement justifié, mieux vaut compter sur la tendance historique de toutes les sociétés un tant soit peu avancées, quelle que soit la civilisation concernée, même si l'on sait désormais que le bi-économisme devra clarifier la confusion sociétale improvisée en séparant ce qui est complémentaire. De fait, de très nombreuses petites communautés passées, voire actuelles, peuvent donner l'impression de fonctionner sur un mode purement collectif, le plus souvent en parfaite osmose avec leur environnement naturel, tout en affirmant, si nécessaire, la propriété collective de leur territoire en cas de besoin. Cet état de choses, proche de la situation originelle du monde à l'aube de l'humanité, sans cacher pour autant la hiérarchisation des multiples rôles que la vie tribale induit, peut faire imaginer l'idéal d'un monde sans propriété privée, dans lequel chaque membre de la société deviendrait colocataire virtuel d'un territoire de facto inappropriable, compte tenu de la nature si passagère de nos vies individuelles. Force est de constater que tous les développements sociétaux de notre histoire se sont construits sur la mise en pratique d'une forme ou une autre de propriété, et plus encore d'une imbrication de multiples niveaux d'appropriation individuelle ou collective, dont l'effet sur la liberté d'entreprendre au sens le plus large de ce terme a autorisé les progrès matériels et culturels spectaculaires que l'on sait. Or, il apparaît qu'à l'inverse, chaque civilisation digne de ce nom tend à développer aussi une forme de collectivisation improvisée via la socialisation
ou la généralisation de services et d'activités concernant tous ces sujets ou citoyens, suivant en cela la loi d'équilibre bisphérique précédemment mentionnée. Nous retrouvons là l'expression historique de la fameuse dualité entre individu et société, démonstration du besoin de partition équilibrée entre les domaines publics et privés, mais sur la base d'une socialisation progressive de réalités préalablement d'ordre privé. Il faut donc en conclure que toute collectivisation autoritaire et artificielle est vouée à l'échec du fait qu'elle ne respecte pas le sens de l'évolution, dont la flèche sur la balance de l'équilibre sociétal procède du privé vers le public. Dès lors, si l'on prétend trouver la solution durable, au sens tant historique qu'écologique du terme, on doit non seulement éviter la séparation exagérée des deux domaines complémentaires, mais encore renoncer à la prédominance motrice et exclusive du domaine public, ce en quoi les nombreux doutes émis au début de ce chapitre concernant l'option bi-économique horizontale ou parallèle se trouvent pleinement justifiés. Pour autant, au vu de ces réflexions sur le concept de propriété, on est en droit d'affirmer qu'à très long terme, la mise en place d'une société à la fois délodiste et bi-économique constituera la meilleure façon de réduire le droit de propriété à l'usus temporaire d'un bien en réalité commun et progressivement socialisé au fil du temps. Car la satisfaction de plus en plus exhaustive des besoins matériels et culturels les plus indispensables via le domaine public aura pour effet de libérer d'autant le domaine privé du besoin d'appropriation individuelle, et ce, parce que le bien-être de chacun, loin de croître avec le seul avoir, suppose de se libérer des soucis de la matérialité. La seule condition essentielle est qu'à l'avenir, la partition bi-économique autorise le contact dynamique approprié entre les deux sphères à associer sans pour autant en mélanger les composantes incompatibles grâce au contrôle démocratique minimal et aussi local que possible que cela suppose, et plus encore grâce au calcul minutaire dont la pertinence universelle recouvre aussi bien les deux domaines sociétaux. En réalité, un tel contrôle peut tout à fait s'opérer en continu et en douceur, sans aucunement nécessiter la collectivisation généralisée et les risques bien connus qu'elle ferait encourir, même s'il est désormais établi que le domaine public doit logiquement avoir le dernier mot. Rapprocher les deux piles de l'arche sociétale s'impose donc jusqu'au point de les rendre de fait adjacentes sur toute leur hauteur, mais en même temps, la nécessité, ne serait-ce qu'écologique, d'éviter à terme toute forme de redondance inutilement concurrentielle, doit aussi nous faire renoncer à l'image nouvelle de deux vastes immeubles sociétaux simplement accolés l'un à l'autre. Dès lors, apparaît ici la seule solution raisonnable et réaliste autorisée par l'heureux mariage du délodisme politique et du bi-économisme social qui lui donne corps, mais sous une présentation plus verticale et dynamique propre à respecter l'histoire pour enfin pacifier son avenir. 8. Bi-économie verticale ou étagée. Plutôt que d'envisager deux piles sociétales trop éloignées sous la liaison précaire d'une arche politique dangereusement écartelée, la bi-économie verticale ou étagée propose l'image d'un monument unique en forme de fusée à 3 étages, vision nettement plus compatible avec la réalité historique, autant que vis-à-vis du principe pyramidal de toute société, tel que ce dernier se trouve décrit dans le livre 1. Il ne s'agit pas là de schématiser une quelconque hiérarchie de pouvoir verticale, mais de tenir compte du fonctionnement logique de chaque société en évolution. En imaginant que le temps terrestre et son expérience historique permettent à cette fusée sociétale de s'allonger indéfiniment, l'ogive qui coiffe la fusée représente alors la recherche et l'innovation à la source de tout progrès, via la quête permanente d'un savoir qui caractérise les humains depuis leurs premiers pas. Du point de vue bi-économique, cette ogive, renfermant la capsule exploratrice, peut déjà être partiellement composite, dans la mesure où les découvertes scientifiques en question sont le résultat de structures privées, publiques ou mixtes. Il n'en reste pas moins que la plupart du temps, c'est bien l'initiative privée qui fait évoluer cet étage supérieur vers l'inconnu, puisque, même lorsque la puissance publique soutient structurellement ou financièrement quelques projets d'exploration innovantes, l'idée originelle provient forcément de cerveaux individuels. En conséquence, l'action publique, le cas échéant, vient plutôt en couverture ou complément de l'initiative privée,
un peu à la façon de renforts utiles visibles sur la courbure aérodynamique de ladite ogive. L'étage central de la fusée sociétale apparaît dès lors comme le lieu privilégié du domaine privé de la libre entreprise, dont la fonction est avant tout d'appliquer les découvertes de l'ogive grâce à l'artisanat, l'industrie, le commerce et tous les comportements liés à la production, la distribution et la consommation, tels que l'histoire les développe plus ou moins empiriquement. Le bouillonnement permanent que la liberté comportementale induit à cet étage essentiel n'interdit pas un minimum d'encadrement, en prolongement des renforts publics de l'ogive, par le biais de la loi bien sûr, mais aussi via certaines entreprises publiques stratégiquement vitales pour des raisons politiques jugées pertinentes selon chaque société humaine, à la façon d'une structure extérieure pour contenir, et donc abriter, le dit bouillonnement intérieur, en maintenant au passage une frontière formelle avec l'extérieur, en tant que carlingue. Enfin, le socle de cette fusée, sans lequel l'ensemble sociétal ne saurait tenir debout et dont les ailerons aident à respecter la trajectoire, constitue dans notre exemple le lieu privilégié du domaine public, en tant que réceptacle des progrès en provenance du deuxième niveau sitôt que ces derniers deviennent définitivement indispensables ou vitaux, tandis que, grâce à des réacteurs directionnels appropriés, cet étage à la fois social et politique est censé pouvoir orienter le bolide spatial dans la meilleure direction possible. En s'autorisant quelques aberrations de plus, propres à choquer tout spécialiste de l'aérospatial, on peut assimiler le moteur principal à la structure politique de la société en question, voire au domaine public correspondant, dont l'activation dépendrait d'un carburant enrichi qui serait dès lors fourni par l'étage central du domaine privé. L'important est ici de réaliser que cette bi-économie verticale doit séparer les deux premiers étages plus finement que jamais via une sorte de filtre évitant désormais tout mélange indu et toute interférence nocive entre ces deux étages complémentaires, mais autorisant, au fil d'une aventure sociétale enfin pacifiée, la socialisation en douceur de tous les éléments matériels et culturels de la garantie citoyenne. Quant aux passagers pilotes de ce prototype enfin propre à nous libérer de notre pesanteur socio-économique vitalement concurrentielle, ils deviennent tous des citoyens complets en acquérant le même droit d'exister aux trois étages de la fusée, selon un juste partage du temps et de sa mesure minutaire, endossant de la sorte chacun, d'une manière ou d'une autre, une égale responsabilité vis-à-vis du domaine public, ne serait-ce qu'à travers une nouvelle forme d'impôt universel propre à remplacer de nombreux prélèvements actuels, ou via le service citoyen, socle et premier étage. Un rôle individuel toujours plus librement choisi au fil du temps dans le cadre du domaine privé, deuxième étage. Enfin, l'accès à la créativité personnelle ou partagée la plus large possible via les loisirs privés ou associatifs, dans un temps libre authentique, dépassant le réflexe si compréhensible du farniente pour évoluer vers l'épanouissement d'une conscience apaisée, en parfaite harmonie avec son environnement sociétal autant que naturel, ogive et cockpit. Ce schéma bi-économique verticalisé, authentique transcription en termes socio-économiques du principe démocratique et républicain, semble être, du moins à ce stade des réflexions, la seule option possible pour pouvoir établir la paix et la justice minimale auxquelles tout être humain a droit par sa naissance en tant qu'individu au sein d'une société enfin intégralement civilisée. Les trois temps de vie correspondant aux divers étages précités composent de fait le cocktail idéal de toute existence, et le drame persistant de l'histoire humaine, jusqu'à présent, tient au fait que, sur la seule base de rapports de force aussi primaires que violents, tant sociaux que politiques, le confus mélange improvisé des deux étages les plus essentiels aliène toutes les libertés, y compris celles des surdominants, en d'impossibles situations et comportements extrêmes qui privent donc l'ensemble de la société de la seule véritable émancipation que procure, et suscite en retour, une conscience apaisée et solidaire, doublée du temps libéré ou libérable qu'elle suppose. Au-delà du matériel, chacun sait, chacun sent, ne serait-ce que confusément, que la quête du bien-être, tout en supposant naturellement un minimum de confort, est conditionnée par l'existence d'un équilibre sociétal durable, lequel sous-entend, en droit comme en fait,
la justice et l'égalité minimale de la garantie citoyenne. Le bonheur sociétal du fameux vivre ensemble est à ce prix, et chacun s'y retrouvera dans sa double nature en passant du piétinement confus du passé à la valse à 3 temps de l'avenir, le troisième temps laissant enfin place à l'esprit conscient, apaisé et créatif qui seul fait pleinement apprécier la vie. Car plus encore qu'une croissance à venir sciemment tempérée par la raison écologique, et ce, d'autant plus facilement que les causes les plus profondes de tous les excès auront enfin disparu, le progrès sera humain en termes de partage entre un temps public résolvant l'essentiel jusqu'au suffisant et un temps privé assurant un complément de plus en plus superflu, bien que psychologiquement tout aussi vital, au point qu'un troisième temps qualifiable dès lors d'intime, réellement libéré de toute matérialité, émancipera l'esprit et la créativité de chacun en pleine conscience du miracle de l'existence, tant il est vrai que l'exploration et l'innovation ne caractérisent pas seulement la science professionnelle, mais toute forme de quête individuelle artistique, artisanale ou culturelle de nature privée, solitaire, familiale ou plus largement partagée. Reste dès lors à préciser la pertinence et les rouages possibles de cette prometteuse option bi-économique, en observant désormais sous ce nouvel éclairage les principaux constituants d'une future réalité socio-économique et politique dûment apaisée par l'évolution culturelle que cherchent encore à promouvoir ces réflexions dans leur quête obstinée du chemin de la justice. Avril 2020.